image demeure gravée dans l'esprit de chacun, celle d'un château aux flèches étincelantes dominant une vallée brumeuse. C'est Camelot, le cœur d'un royaume où la bravoure était loi et la justice, critère de toute chose. Au-delà de ces murs, dans une vaste salle, se dresse une table, non pas une table ordinaire, mais la table ronde. Autour d'elle siègent des chevaliers en armure étincelante, l'élite de l'élite, unis par un serment de fidélité à leur roi, le grand Arthur. C'est le symbole d'un âge d'or, une ère éphémère de paix et d'honneur, un phare de civilisation dans les ténèbres de la barbarie. Cette image est si puissante, si fascinante, qu'elle a inspiré poètes, artistes et rêveurs pendant des siècles. Mais ce n'est qu'une légende, et toute légende, comme un fleuve, a sa source. Pour la découvrir, il nous faut quitter les tours étincelantes de Camelot et remonter le temps, au monde réel d'où est né le mythe, en Grande-Bretagne, au VIIe et Xe siècle. Imaginez cette terre. Les aigles romains se sont envolés. Le grand empire, qui pendant 4 siècles a tenu l'île d'une main de fer, s'est effondré sous son propre poids, ne laissant derrière lui qu'un vide immense. Les rues pavées, jadis animées par le pas des légionnaires, sont envahies par les herbes folles. Les luxueuses villas au sol de mosaïque tombent en ruine. Les phares qui jalonnent la côte s'éteignent un à un. La Grande-Bretagne n'est plus qu'un fantôme, un fragment d'empire dérivant dans le chaos. Et de l'est, par-delà la mer grise et agitée, déferle une marée inexorable. Des navires à la proue ornés de têtes de dragons s'écrasent sur les rivages sablonneux. Ce sont les Angles, les Saxons, les Jutes, des tribus païennes, avides de terre et de butin. Pour les Romano-Britons autochtones, descendants des Celtes et des Romains, c'est plus qu'une simple invasion. C'est l'apocalypse. Leur monde, fragile et ordonné, s'effondre sous les coups de hache et d'épée. Les villes brûlent, les églises sont profanées. Le peuple privé de la protection des légions, sans aucun chef, se réfugie dans les montagnes et les forêts du pays de Galles et des Cornouailles, s'accrochant à la vie et aux souvenirs déclinants de sa gloire passée. C'est dans cette ère de désespoir et de sang, dans cette lutte pour la survie, que naît le besoin d'un héros. Non pas un roi de contes de fées, mais un chef capable d'endiguer le flot des envahisseurs. Quelqu'un qui puisse unir des tribus disparates et leur redonner espoir. Les premiers récits écrits de cette époque sont empreints de lamentation et de désespoir. Un moine nommé Gildas, écrivant au milieu du VIe siècle, décrit avec colère et tristesse les péchés de ses compatriotes et le châtiment qui s'abattit sur eux sous la forme de l'invasion saxonne dans son ouvrage « Sur la ruine de la Bretagne ». Il mentionne la grande victoire des Bretons à la bataille du Mont Badon, qui stoppa l'avancée ennemie pour une génération. Gildas parle du chef de cette bataille, un homme nommé Ambrosius Aurelianus, le dernier des nobles romains. Mais le nom d'Arthur n'est mentionné nulle part dans son ouvrage, pas une seule fois. Le nom n'apparaît pour la première fois que 3 siècles plus tard, dans l'Historia Britonum, attribué au moine gallois Nennius. Et là, un fait étonnant se produit. Nennius ne qualifie pas Arthur de roi. Il lui attribue un titre tout autre, Deus Bellorum, chef des batailles, un chef militaire. Nennius recense 12 grandes batailles remportées par Arthur aux côtés des rois bretons, de l'embouchure du Glein à la bataille du Mont Badon, où, selon le texte, il aurait tué à lui seul 960 ennemis. Il s'agit là, bien sûr, d'une exagération poétique, d'un poème transformé en chronique. Mais derrière ce récit se dessine l'image d'un monarque sur son trône,
non pas celle d'un commandant aguerri, d'un guerrier à cheval dont la tactique et le courage inspiraient la crainte à ses ennemis et la confiance à ses hommes. Qui était cet homme? Les historiens débattent encore de son identité. L'hypothèse la plus plausible est qu'Arthur, ou le prototype de ce personnage, était un aristocrate romano-britannique. Un homme d'origine celtique, mais dont la pensée était marquée par son héritage romain. Il commandait peut-être une unité de cavalerie lourde, les cataphractes, dernier vestige de la machine de guerre romaine. Il employait des tactiques et une discipline oubliée contre les hordes saxonnes, chaotiques mais féroces. Il faisait le lien entre deux mondes, une Rome déclinante et le Moyen Âge naissant. Le nom Arthur lui-même est un mystère. Il pourrait dériver du nom de famille romain Artorius. Mais il existe une autre théorie, plus romantique. Il proviendrait du mot celtique Arthos, qui signifie ours. L'ours est un ancien symbole de force, de protection et de pouvoir royal chez les Celtes. Arthur l'ours, un puissant défenseur de son peuple durant le plus sombre hiver de leur histoire. Soyons honnêtes, ces premières allusions éparses ne laissent rien présager de ce que nous connaissons et aimons. Pas de camelot, pas de table ronde, symbole d'égalité. Pas de Lancelot et Guenièvre, pas d'amour tragique, pas de quête du Graal, pas de Merlin l'Enchanteur, ni d'Excalibur. Le roi Arthur des premiers temps de la mythologie est une figure de fer et de sang, non d'or et de lumière. Sa cour n'est pas un château resplendissant, mais plutôt une forteresse imprenable, imprégnée des effluves de fumée de feux de camp et de sueur. Ses chevaliers ne sont pas des courtisans, mais de rudes guerriers barbus, à l'armure cabossée et à l'âme meurtrie. Ainsi, aux origines de la grande légende, nous ne trouvons pas un roi, mais un chef de guerre. Non pas un royaume de contes de fées, mais un pays ravagé par la guerre. Et non pas de la magie, mais une lutte acharnée pour la survie. Ce n'était que le premier pas. Une graine semée dans le terreau fertile de la mémoire collective, imprégnée de chagrin et d'espoir. Mais comment cette graine historique, si dure soit-elle, a-t-elle germé et donné naissance à l'arbre majestueux du mythe, dont les branches s'étendent encore jusqu'à nos jours? Comment un soldat est-il devenu roi, et un camp militaire, un camelot resplendissant? Ce voyage raconte comment la mémoire se mue en légende, et ce voyage ne fait que commencer. Pour comprendre d'où pouvait venir un héros comme Arthur, il faut d'abord plonger son regard dans le brouillard qui enveloppait la Grande-Bretagne au vieux siècle. Ce n'était pas seulement un brouillard de pluie et de vapeur de marais, c'était le brouillard de l'histoire, dans lequel toute une époque s'est évanouie, ne laissant derrière elle que des silhouettes fantomatiques et un vide abyssal. Rome a disparu. Pendant 4 siècles, les aigles de ces légions veillèrent sur les collines verdoyantes et les falaises blanches de Bretagne. Pendant 4 siècles, le latin résonna dans les villes aux rues rectilignes. Pendant 4 siècles, des villas de pierre aux élégantes mosaïques et au sol chauffé furent des îlots de civilisation cernés par des forêts ancestrales. Rome apporta la loi, l'ordre, le commerce et une foi unifiée. Elle érigea un mur pour contenir la sauvagerie du Nord et traça des routes qui reliaient l'île. La Bretagne était plus qu'une simple colonie. Elle faisait partie d'un monde vaste et puissant. Une province aux confins d'un empire, mais une province de l'Empire. Ainsi, en 410, le dernier soldat romain embarqua sur une galère en direction du sud. L'Empire, déchiré par les luttes intestines et les attaques barbares sur le continent, ne pouvait plus défendre ses frontières lointaines. Il rappela ses légions pour préserver son cœur, abandonnant ses membres à leur sort.
L'écho de leurs pas s'éloignant résonna sur l'île, et le silence retomba. Un silence empli de peur. Ce qui restait ressemblait à un vase brisé, beau, mais inutile. Les routes, témoins du passage des légionnaires, se couvraient d'herbes hautes. Des villes comme Londinium et Eboracum étaient désertées. Leurs forums et basiliques de pierre devinrent des refuges pour les vagabonds et les animaux sauvages. Les techniques, de la construction des aqueducs à la fabrication de céramique raffinée, tombèrent rapidement dans l'oubli. Le savoir devint un luxe et l'écriture un art en voie de disparition, préservé seulement entre les murs de rares monastères. Le monde se réduisit à l'horizon, à la forêt ou au fleuve le plus proche. Privée de l'épée et du bouclier romain, la Bretagne se fragmenta en des centaines de territoires tremblants. À la place d'une province unifiée, une mosaïque de royaumes en guerre émergea, gouvernée par des chefs locaux et des rois mineurs. Les Romano-Britons, descendants de Celtes métissés avec les Romains, tentaient désespérément de préserver les vestiges de leur gloire passée. Ils se nommaient civiques, citoyens, mais leur monde s'effondrait. À Gwynedd, en Dumnonia, à Powys, partout, des dynasties locales se disputaient le pouvoir, les terres, la survie. Frère contre frère, l'allié d'hier devenait l'ennemi de demain. Et dans ce vide de pouvoir, dans cette plaie béante qui lassait le corps de l'île, une force nouvelle se précipita. De l'est, par-delà la mer grise et agitée, sur leurs longs navires, tels des serpents de mer, ils arrivèrent. Angles, Saxons, Jutes, tribus germaniques que les Romains eux-mêmes avaient jadis engagées pour défendre la côte. Ils étaient affamés, forts et impitoyables. Leurs dieux étaient Wotan et Thor, leur langue un patois rauque et guttural, leur loi la loi du plus fort. Au début, il ne s'agissait que de simples raids. Soudain, comme un éclair, les dracars surgissaient de la brume matinale, les guerriers débarquaient, pillaient les villages côtiers et les monastères, emportant or, bétail et esclaves, puis disparaissaient aussi vite dans la mer. Mais ils comprirent bientôt que cette terre était vulnérable, qu'on ne pouvait pas simplement la piller, on pouvait la conquérir. La légende, et peut-être aussi la dure réalité, raconte l'histoire du haut roi britannique Vortigern. Aveuglé par sa soif de pouvoir et sa crainte de ses rivaux bretons, il commit une erreur fatale. Il invita les chefs saxons, les frères Hengist et Horsa, comme mercenaires pour combattre les Pictes sauvages du Nord. Il leur offrit des terres et les paya en or. Mais l'appétit du loup ne s'accroît que lorsqu'il a goûté au sang. Les mercenaires aperçurent les terres fertiles du Kent, la vulnérabilité des Bretons, leurs luttes intestines. Ils firent donc appel à leurs frères. Des milliers de guerriers, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, traversèrent la mer, et ce qui avait commencé comme une mission de mercenariat se transforma en une véritable invasion, une conquête. Ce fut le choc de deux mondes. Le monde de la Rome déclinante, avec son christianisme, sa pierre et le souvenir d'un ordre révolu, se heurta à un monde païen de fer, de bois et d'une énergie indomptable. Les Saxons ne se contentèrent pas de conquérir. Ils incendièrent l'ancien monde. Ils refusèrent de vivre dans les villes romaines, les considérant comme des labyrinthes de pierres maudits. Ils bâtirent leurs villages de bois sur les cendres des villas. Leur langue supplanta les dialectes celtiques et le latin vulgaire. Leur dieu raillait le Christ crucifié. Pour les Romano-Britons, le Moyen Âge était bel et bien arrivé. C'était une époque où les pères enterraient leurs fils, où les chants cédaient la place aux lamentations et où l'espoir devenait le bien le plus précieux.
Une peur glaciale les étreignait. Où fuir? À l'ouest, vers les montagnes galloises, par-delà la mer, vers l'Armorique, plus tard appelée Bretagne, où rester et combattre. Mais qui pourrait mener ce combat? Qui pourrait unir ces rois jaloux et désunis? Qui pourrait leur rappeler leur héritage commun, la gloire de Rome, la foi qui leur donnait la force? Qui pourrait s'opposer à cette vague inexorable déferlant d'Orient? La terre craqua sous les bottes des envahisseurs. Les dieux ancestraux des forêts semblèrent retenir leur souffle. La Grande-Bretagne attendait. Elle avait désespérément besoin d'un héros, pas seulement d'un chef courageux ou d'un général victorieux. Elle avait besoin d'un symbole, d'une légende capable d'embraser les cœurs endormis. Quelqu'un qui pourrait rassembler les fragments d'un vase brisé et les recoller, ne serait-ce que pour un bref instant d'éclat. Le moment était venu, le décor était planté, et dans ce chaos sanglant, dans ce brouillard de désespoir, naquit le besoin d'un homme dont le nom deviendrait synonyme de la glorieuse bataille d'Angleterre. Un nom qui traverserait les siècles, Arthur. Pour retrouver l'ombre du roi, il nous faut plonger dans les ténèbres des siècles, à l'époque où l'Empire romain s'effondra et où la Bretagne se retrouva seule face au chaos. Notre seul indice, les pages fragiles d'anciens manuscrits écrits en latin et en vieux gallois. C'est dans ces manuscrits, parmi les prières, les prophéties et les listes de souverains oubliés, que nous cherchons la première mention d'un nom devenu légende. Notre recherche commence par une déception. Le premier et unique contemporain survivant de ces événements est un moine nommé Gildas le Sage. Au milieu du VIe siècle, quelques décennies seulement après l'époque supposée d'Arthur, il écrivit son œuvre célèbre sur la ruine et la conquête de la Bretagne. Il ne s'agit pas d'histoire au sens traditionnel du terme. C'est un sermon véhément et empreint de colère dans lequel Gildas fustige les péchés et les vices des rois bretons de son temps. Il évoque avec amertume le passé glorieux lorsque son peuple repoussa les envahisseurs saxons. Et c'est ici, au cœur même du récit, que se trouve l'événement clé, la grande victoire britannique à la bataille du Mont Badon. Cette bataille, qui stoppa l'avancée saxonne pour une génération, marqua un tournant dans l'histoire de l'île. Gildas la décrit comme un triomphe divin. Il en parle avec émerveillement, mais il ne nomme pas le commandant. Pas un seul mot sur Arthur. Pour les historiens, c'est un silence assourdissant. Pourquoi? Le commandant était-il si insignifiant que Gildas n'ait pas jugé nécessaire de le mentionner? Ou, au contraire, sa figure était-elle si connue de tous ses contemporains qu'il n'avait pas besoin d'être présenté? Ou peut-être la raison est-elle autre? Gildas, qui condamnait les souverains laïcs, a délibérément omis leur chef, attribuant la victoire uniquement à la providence divine. Nous l'ignorons. La source primaire qui aurait dû nous apporter une réponse ne laisse qu'un vide béant. Nous avançons dans le temps. Près de 2 siècles s'écoulent. Le grand historien anglo-saxon, le moine Bede le Vénérable, entreprend de décrire ces mêmes événements dans son histoire ecclésiastique du peuple anglais. Bede est un érudit méticuleux et intègre. Il s'appuie largement sur l'œuvre de Gildas, qu'il cite. Il relate également le grand siège du Mont Badon et la déroute des Saxons. Et pourtant, le même silence persiste. Bede, qui a méticuleusement rassemblé traditions et documents, ne trouve pas, ou ne juge pas nécessaire, de mentionner le nom d'Arthur en lien avec cette bataille décisive. Pour lui, ce fut une victoire des Bretons, mais une victoire anonyme. Le brouillard du temps semble s'épaissir. La figure que nous cherchons nous échappe.
se dissolvant dans le silence de deux des plus grands historiens du haut Moyen-Âge. Et puis, alors que tout espoir semblait perdu, un événement inattendu se produisit. Vers 830, près de 3 siècles après les événements décrits, un recueil de textes intitulé Historia Brittonum parut au pays de Galles. La tradition attribue sa paternité à un moine nommé Nennius. Et c'est ici, au IXe siècle, au chapitre 56, que son nom est enfin mentionné. Mais l'Arthur que nous découvrons dans l'Historia Brittonum est radicalement différent du roi que nous connaissons. Le texte ne l'appelle pas roi, rex. Il emploie un titre différent, bien plus précis et austère, du bellorum, signifiant chef de guerre ou commandant. Il ne s'agit pas d'un monarque siégeant sur le trône de Camelot. C'est un commandant aguerri qui a combattu aux côtés des rois des Bretons. Il est le commandant suprême, un soldat professionnel dont la mission était de mener les forces unies des différents royaumes britanniques contre un ennemi commun. L'Historia Brittonum ne se contente pas de mentionner son nom. Elle y ajoute une liste de 12 grandes victoires. Il ne s'agit pas de chroniques courtoises, mais d'une litanie sanglante, d'une géographie de la guerre tracée sur une carte de la Bretagne. La première bataille eut lieu à l'embouchure de la rivière Glyne. Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième se déroulèrent sur les rives d'une autre rivière, la Dubglas, au pays de l'Inuis. La sixième eut lieu sur les rives de la rivière Bassas. La septième se déroula dans la forêt de Célido. La huitième se déroula aux portes de la forteresse de Guignon, où, selon le texte, Arthur porta l'image de la Vierge Marie sur ses épaules, et les païens prirent la fuite. La neuvième bataille eut lieu dans la cité de Légion. La dixième se déroula sur les rives de la rivière Tribruit. La onzième se déroula sur une montagne appelée Agnied. Et enfin, la douzième, la plus glorieuse, la bataille du mont Badon, où, selon Nennius, Arthur, à lui seul, terrassa 960 ennemis. Cette liste est à la fois déconcertante et fascinante. Certains lieux sont identifiables, d'autres à jamais perdus dans les brumes du temps. Les chiffres sont assurément exagérés. Il s'agit d'une épopée héroïque, non d'un rapport militaire. Mais derrière cette emphase poétique se dessine l'image d'un homme réel, un commandant infatigable, farouche et victorieux qui, à l'instar du dernier général romain sur le sol britannique, mena une lutte acharnée pour la survie de son peuple. Un autre fragment de tradition ancienne est constitué par les Annales Cambriae ou Annales galloises. Ce recueil d'événements, compilé au Xe siècle, nous livre 2 dates précieuses. À l'an 516, on trouve l'entrée suivante, la bataille de Badon, durant laquelle Arthur porta la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur ses épaules pendant 3 jours et 3 nuits, et les Bretons remportèrent la victoire. Ceci confirme son lien avec la grande bataille, bien que l'image de la Vierge Marie soit remplacée par une croix. Et à l'an 537, une seconde entrée, funeste, apparaît, la bataille de Camlan, où périrent Arthur et Medroth, et où la mortalité fut très élevée en Bretagne et en Irlande. Ici, pour la première fois, le nom de son principal ennemi, plus tard connu sous le nom de Mordred, est mentionné, ainsi que sa mort tragique. Les annales ne précisent pas qu'ils se soient affrontés, mais seulement qu'ils tombèrent tous deux lors de la même bataille. Pourtant, les germes d'une tragédie future étaient déjà semés. Que nous disent donc les chroniques anciennes ? Elles ne décrivent ni un roi en armure étincelante, ni le maître de la table ronde. Elles dressent le portrait austère d'un chef militaire, le Dux Bellorum, dont le nom était synonyme de victoire dans les heures les plus sombres des Bretons.
il est un fantôme né du creuset de la guerre, dont les exploits furent si grands qu'ils resteront inoubliables. Il émerge des brumes de l'histoire, non comme un souverain, mais comme un protecteur. Et c'est précisément cette image, celle d'un grand guerrier, qui deviendra le fondement sur lequel, des siècles plus tard, sera érigé le majestueux château de la légende. La quête du personnage historique d'Arthur ne fait que commencer. Les mots et les légendes sont comme une brume dont les contours se modifient au fil de l'histoire. Ils sont impalpables, intangibles. Mais que se passerait-il si nous laissions de côté parchemin et chroniques pour prendre une pelle, et si nous tentions de toucher le monde d'Arthur non pas à travers la légende, mais à travers la terre même qui l'a foulée? L'archéologie ne recherche pas les mythes, elle recherche les faits figés dans l'argile, la pierre et le métal rouillé. Un voyage en Grande-Bretagne au VIe et VIe siècle s'est plongé dans les profondeurs les plus obscures du temps. Rome a disparu. Ses villas se refroidissent, ses mosaïques se fissurent sous le poids des mauvaises herbes et ses routes sont envahies par la végétation. C'est une époque que les historiens appellent le Moyen Âge, non pas parce qu'elle était gangrenée par le mal, mais parce qu'elle est enveloppée d'une obscurité mystérieuse. On a cessé de construire en pierre, préférant le bois, qui pourrit et disparaît. L'écriture a quasiment disparu, laissant un vide immense dans les archives historiques. Retrouver la trace d'un seul dirigeant, même un grand, dans ce silence est une tâche comparable à la recherche d'un grain de sable sur une côte balayée par les tempêtes. Et pourtant, des grains de sable sont là. Notre première destination est au cœur même de la légende, un lieu imprégné de magie et de brise marine. Tintagel, une péninsule rocheuse sur la côte des Cornouailles, reliée au continent par un pont étroit. C'est ici que Geoffroy de Monmouth a situé le décor de la conception mystique du roi Arthur. Pendant des siècles, on la considéra comme une simple et belle invention. Le château médiéval, dont nous voyons aujourd'hui les ruines, fut construit plusieurs siècles après l'époque supposée d'Arthur. Mais à la fin du XXe siècle, des archéologues ont commencé à fouiller plus profondément, et ce qu'ils ont découvert sous les murs du château a stupéfié le monde scientifique tout entier. Des pelles, creusant des tranchées sous des couches d'oubli, ont mis au jour non pas de la poterie locale rudimentaire, mais des milliers de tessons d'amphores provenant de régions aussi lointaines que la Méditerranée, de Grèce, de Turquie et d'Afrique du Nord. Ces vases contenaient jadis des vins et de l'huile d'olive précieux. Des fragments de verrerie fine de France et d'Espagne ont également été découverts. Il ne s'agissait pas d'un humble refuge pour un chef local. Au VIe et VIe siècle, précisément à l'époque arthurienne, Tintagel était un port de commerce prospère et bien fortifié, siège d'un souverain très puissant et riche qui entretenait des liens avec l'Empire romain déclinant. C'était un centre de pouvoir et de luxe dans une ère de déclin général, puis une découverte a stupéfié les passionnés du monde entier. Un petit fragment d'ardoise, grossièrement gravé de mots latins, portait un nom, Artoniu. Artoniu. Ce nom est la forme britannique d'Arthur. La pierre ne dit pas « le roi Arthur a vécu ici ». L'inscription signifie probablement « Artognu, descendant de Colus, a fait ceci ». Mais la présence même de ce nom, à cet endroit, à cette époque précise, est une coïncidence frappante, trop significative pour être ignorée. Tintagel n'a pas prouvé l'existence du roi Arthur, mais a prouvé que la légende n'est pas née de rien. Elle est enracinée dans un lieu réel de pouvoir et d'autorité. Si Tintagel est le berceau d'Arthur,
Où se trouvait donc son Camelot, sa capitale et le cœur de son royaume? Les légendes restent muettes, mais le folklore local et quelques indices d'auteurs anciens désignent un lieu remarquable, Cadbury Castle, dans le Somerset. Il ne s'agit pas d'un château au sens traditionnel du terme, mais d'une gigantesque forteresse préhistorique de l'âge du fer, entourée d'imposants remparts. Dans les années 1960, l'archéologue Leslie Alcock y mena d'importantes fouilles, avec pour objectif de retrouver le Camelot d'Arthur. Et il l'a trouvé. Non pas des tours de pierre blanche, mais quelque chose de bien plus important. Les fouilles ont révélé que cette ancienne forteresse avait été réoccupée et largement reconstruite juste avant la fin du vieux siècle. Un nouveau mur gigantesque, long de plus d'1 kilomètre, avait été érigé au sommet des anciens remparts. Il s'agissait d'une structure en bois remplie de pierres, un ouvrage défensif impressionnant qui nécessitait d'énormes ressources et un pouvoir centralisé. Et tout en haut de la colline, les archéologues ont découvert les vestiges d'une grande salle en bois d'environ 20 mètres sur 10. C'était plus qu'un simple village, c'était une citadelle, le quartier général militaire d'un puissant chef de guerre capable de rassembler des centaines de guerriers et de contrôler un vaste territoire. Cadbury Castle correspond parfaitement à la description de la capitale du grand chef britannique qui mena la guerre contre les Saxons. On ne peut affirmer avec certitude que le nom de Camelot y est inscrit, mais on peut dire que si le roi Arthur avait une capitale, elle ressemblait à cela. Mais l'archéologie peut non seulement confirmer, mais aussi réfuter les mythes. Le site le plus sacré de la légende arthurienne est l'abbaye de Glastonbury, où, selon la légende, son sarcophage aurait été découvert. En 1191, les moines de l'abbaye annoncèrent solennellement la découverte du tombeau d'Arthur et de Guenièvre. Ils dévoilèrent une croix de plomb portant l'inscription « Ici, sur l'île d'Avalon, repose le célèbre roi Arthur ». Cette découverte transforma Glastonbury en un important centre de pèlerinage. Mais l'archéologie moderne est impitoyable. Les fouilles n'ont révélé aucune trace de sépulture du VIe siècle sur ce site. De plus, l'analyse de l'inscription elle-même et de la forme de la croix a révélé qu'il s'agissait très probablement d'un faux élaboré du XIIe siècle. Les moines, dont l'abbaye avait brûlé et qui étaient désespérés par le manque d'argent, avaient besoin d'un miracle, et ils en produisirent un. L'histoire du tombeau d'Arthur n'est pas un conte du Moyen Âge, mais un exemple éclatant de communication médiévale. Alors, que nous révèle la Terre? Elle ne nous livre ni le portrait d'un roi, ni son épée, ni sa couronne. Elle ne met pas au jour la table ronde elle-même. Elle brosse plutôt le tableau d'une époque de chaos, mais non de désespoir. Une époque où l'ancien monde romain s'est effondré, mais où, sur ses ruines, les dirigeants britanniques ont bâti de nouveaux centres de pouvoir. L'archéologie ne nous montre pas un seul homme, mais toute une classe sociale, des chefs de guerre qui vivaient dans des places fortes, commerçaient avec le monde entier et se battaient avec acharnement pour leurs terres. Elle ne nous donne pas Arthur, mais elle nous donne son monde. Elle construit un décor, et sur ce décor aurait très bien pu se tenir celui dont le nom, Artoniou, résonne encore en nous depuis 15 siècles, gravé dans une simple pierre. Les recherches se poursuivent, et chaque coup de pelle dans la terre peut soit renforcer la légende, soit la changer à jamais. Au cœur même du mythe arthurien, imposante et inébranlable, se dresse la table ronde. Plus qu'un simple meuble, elle est la pierre angulaire d'une époque, un symbole qui a traversé les âges. Son image surgit aussitôt, bois poli,
blasons de chevaliers et visages de nobles guerriers unis par un but commun. Mais lorsque le brouillard de la légende se dissipe, une question cruciale se pose. Cette table était-elle un objet réel, autour duquel Arthur et ses compagnons s'asseyaient réellement? Ou n'est-elle qu'une brillante invention, une puissante métaphore née de l'imagination des poètes médiévaux? Le mystère de la table ronde est un voyage d'un artefact tangible à une idée intangible. Pour en trouver les origines, il faut se tourner non pas vers les fouilles archéologiques, mais vers de vieux manuscrits. Les premières mentions d'Arthur, Gildas, Nennius, ne font aucune mention d'une table. Arthur y est dépeint comme un chef militaire, mais sa cour et les attributs du pouvoir ne sont pas encore décrits. La table ronde apparaît pour la première fois dans l'histoire grâce au poète normand Vasse dans son « Roman de Brutus » écrit vers 1155. Et la raison de son apparition est étonnamment pragmatique. En décrivant la cour d'Arthur, Vasse se trouva confronté à un problème littéraire et diplomatique. Comment des dizaines de barons fiers, puissants et colériques, chacun se considérant l'égal des autres, pouvaient-ils être assis à une même table? Une table rectangulaire engendrait inévitablement une hiérarchie. Certains occupaient une place d'honneur, d'autres une place subalterne. C'était la recette idéale pour l'envie, les querelles et les effusions de sang. Vasse trouva alors une solution brillante. Il écrit qu'Arthur fit faire la table, ronde, afin que nul ne puisse être considéré comme le plus important. Il ne s'agissait pas tant d'un meuble que d'un instrument de maintien de la paix, un symbole d'égalité au sein de la fraternité des guerriers, où la place de chacun était déterminée par la valeur, non par la naissance. La forme ronde abolissait la notion même de chef de table, faisant du roi simplement le premier parmi ses pairs. L'idée s'avéra si puissante qu'elle fut reprise et développée. Plusieurs décennies plus tard, le poète anglais Layamon lui donna une tournure dramatique dans son poème Brutus. Il y relate une violente rixe qui éclata entre les chevaliers d'Arthur lors d'un festin à la suite d'une dispute concernant les places d'honneur. Afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise, le sage roi chargea un charpentier talentueux de Cornouailles de créer une gigantesque table ronde pouvant accueillir 1500 chevaliers. Ce nombre, bien sûr, relève de la fantaisie, mais il souligne l'ampleur du projet. La table devint non seulement un symbole d'égalité, mais aussi un garant de l'unité du royaume. Ainsi, la table ronde acquit une dimension particulière. D'une solution pratique, elle devint le centre mystique de Camelot. Plus tard, des auteurs comme Sir Thomas Malory lui conférèrent une signification encore plus profonde. Apparut le siège périlleux, une place réservée au chevalier le plus pur et le plus digne, celui destiné à trouver le Saint Graal. Quiconque osait s'y asseoir était aussitôt consumé par les flammes. La table ronde représente désormais bien plus que l'égalité. Elle symbolise le destin, la providence divine et l'épreuve spirituelle. Mais qu'en est-il de l'objet physique? Un artefact aussi célèbre a-t-il vraiment pu disparaître sans laisser de traces? Pendant des siècles, on a cru à son existence. Et le principal candidat à ce titre orne depuis des siècles le mur de la grande salle du château de Winchester. Il s'agit d'un disque de chêne colossal de près de 6 mètres de diamètre et pesant plus d'1 tonne. On y voit la rose Tudor en son centre, une figure du roi Arthur sur son trône et les noms de 24 de ses chevaliers légendaires, Lancelot, Gauvin, Perceval. Pendant des générations, il a constitué une preuve irréfutable. La voici, la table même. Cependant, la science, comme souvent, se montre impitoyable face aux plus beaux mythes. Au XXe siècle,
des scientifiques ont appliqué la dendrochronologie, ou datation par les cernes des arbres, à la table de Winchester. Le verdict fut sans appel. L'arbre dont elle était issue a été abattu entre 1250 et 1280, 7 siècles après l'âge supposé d'Arthur. Les historiens ont rapidement identifié le coupable. Très probablement, la table fut commandée par le roi Édouard Ier, grand admirateur des légendes arthuriennes. En 1290, il organisa un grand tournoi à Winchester, sur le modèle de la table ronde, et cette table en était sans doute l'attraction principale. Il exploita la renommée d'Arthur pour consolider son pouvoir. La table acquit son aspect actuel plus tard, sous le règne d'Henri VIII. En prévision de la visite de l'empereur Charles Quint, Henri ordonna qu'elle soit peinte afin d'impressionner l'illustre hôte. Une rose Tudor fut ajoutée au centre et le visage d'Arthur fut affublé des traits d'Henri. Ainsi, cet objet légendaire devint un instrument de propagande politique associant la nouvelle dynastie Tudor au plus grand roi du passé. D'autres théories existaient également. Certains chercheurs ont suggéré que la table ronde pouvait désigner non pas un meuble, mais un lieu. Par exemple, les terrassements circulaires des forteresses préhistoriques, voire les amphithéâtres romains, comme celui de Caërléon, que les légendes associent à la cour du roi Arthur. Dans un tel amphithéâtre, les guerriers auraient pu s'asseoir en cercle, chacun étant visible et audible. Cette hypothèse est intéressante, mais elle manque de preuves directes. Nous en revenons donc à notre point de départ. Aucune preuve archéologique n'atteste de l'existence d'une table ronde géante en Grande-Bretagne au VE ou VIe siècle. Les chroniques de l'époque n'en font aucune mention. La table ronde n'est pas née dans l'atelier d'un menuisier, mais sous la plume d'un poète. Mais cela signifie-t-il qu'elle n'a jamais existé? Peut-être cherchons-nous simplement au mauvais endroit. Sa réalité ne réside pas dans le bois et les clous, mais dans l'idée qu'elle incarne, l'idée de fraternité, où la valeur prime sur le titre, l'idée de justice, où chacun a voix au chapitre, l'idée d'unité au service d'une cause plus grande. Cette table immatérielle s'est révélée plus solide que n'importe quelle chaîne. Elle a été façonnée par l'imaginaire de millions de personnes et est devenue l'un des symboles les plus puissants et les plus durables de la civilisation occidentale. Et en ce sens, la table ronde d'Arthur est plus réelle que n'importe quel artefact que nous découvrirons jamais. Lorsque le brouillard de la légende se dissipe et que le fracas des épées des romans de chevalerie s'estompe, il ne reste que la froide et dérangeante vérité. Dans les ruines de la Bretagne romaine des VE et VIe siècles, aucun document ne porte le nom de roi Arthur, ni chronique, ni pierre tombale, ni sceau royal. L'étude de l'histoire, à l'instar de l'archéologie, se doit de se départir du vernis doré du mythe et de tenter de dévoiler l'homme véritable qui se cache derrière. Et ce travail, riche en conjectures et hypothèses, révèle une galerie de personnalités étonnantes, dont chacune aurait pu être la graine dont a germé le chêne majestueux de la légende arthurienne. Le premier candidat nous ramène encore plus loin dans le temps, à une époque où l'aigle de Rome planait encore sur la Bretagne. Il s'agit de Lucius Artorius Castus. Il n'était pas roi des Bretons, mais officier romain, préfet, ayant vécu au IIe siècle après J.C. Nous le connaissons grâce à 2 fragments de pierre de son sarcophage, découverts dans l'actuelle Croatie. Les inscriptions qui y figurent témoignent de son impressionnante carrière militaire. Et un fait particulièrement vibrer l'historien. Artorius Castus commandait une légion stationnée en Bretagne, au mur d'Adrien. Sous ses ordres se trouvaient les Sarmates,
guerriers à cheval des steppes orientales, dont les traditions martiales, les armures et les bannières ornées de dragons rappellent étrangement celles des futurs chevaliers de la table ronde. Imaginez cet homme, un commandant romain aguerri, menant une charge de cavalerie exotique sur la frontière nord sauvage de l'Empire. Il incarne l'ordre et la discipline au milieu des terres barbares. Son nom, Artorius, est rare et évocateur. Le souvenir de ce vaillant commandant et de ses cavaliers étrangers a-t-il pu survivre dans le folklore local? Transmis oralement pendant 3 siècles, ce souvenir s'est-il enrichi de nouveaux détails et, en période de grands besoins, après le départ des Romains, s'est-il transformé en la légende d'un sauveur? Le principal problème de cette théorie réside dans l'immense écart temporel. Artorius a vécu 300 ans avant la supposée bataille de Badon. Il n'a pas combattu les Saxons, mais les Pictes. Il n'était pas un roi celte, mais un serviteur de l'Empire. Peut-être n'était-il pas Arthur lui-même, mais son prototype, une étincelle qui allait embraser la légende des siècles plus tard. Si l'on remonte au vieux siècle, épicentre du chaos, un autre candidat, bien plus plausible, se présente, Riotam. Ce nom n'était peut-être pas un prénom, mais un titre signifiant « Au roi » en brittonique. Nous le connaissons grâce aux lettres du préfet romain de Gaule, Sidoine Apollinaire, et grâce à l'historien Jordanès du VIe siècle. Riotam était un puissant souverain breton qui, vers 470, répondit à l'appel de l'empereur romain. Il rassembla une armée de 12 000 guerriers, traversa la Manche et pénétra en Gaule pour combattre les Wisigoths. Cette expédition rappelle étrangement l'une des campagnes centrales de l'Histoire des rois de Bretagne, de Geoffroy de Monmouth, où Arthur mène ses troupes sur le continent. Mais l'histoire de Riotam s'acheva tragiquement. Trahi par Arvandus, préfet romain de Gaule, qui avait conspiré avec les Goths, son armée fut mise en déroute. Blessé, Riotam se replia avec les survivants vers les terres des Burgondes. Et là, il disparut. Jordanès écrit qu'il se rendit à Avalon. C'est la première et unique mention de ce toponyme au Haut Moyen Âge, bien avant qu'il ne devienne une île mythique. Un roi qui traversa la mer pour protéger les vestiges de la civilisation, trahi par un allié, et disparu dans la mystérieuse Avalon. Les parallèles avec la légende arthurienne sont si frappants que de nombreux érudits considèrent Riotam comme un candidat sérieux au titre de prototype historique du roi. Mais il existe une troisième figure, non moins importante. L'homme mentionné dans la source la plus ancienne, le moine Gildas, qui rédigea sa chronique une génération seulement après les événements décrits. Son nom est Ambrosius Aurelianus. Gildas le décrit comme le dernier des Romains, un homme de noble naissance dont les parents portaient probablement la pourpre. C'est Ambrosius, selon Gildas, qui rallia les Bretons désespérés après des décennies de défaites. Il organisa la résistance et les mena à leur première grande victoire sur les Saxons, qui culmina avec le siège du mont Badon. Ambrosius est moins un roi guerrier qu'un stratège et un chef. Représentant de l'ancienne aristocratie romano-britannique, il s'efforce de préserver l'ordre et l'héritage romain dans un monde en déclin. C'est lui qui a enrayé la vague de conquête et offert à la Bretagne un demi-siècle de paix. Gildas, cependant, ne nomme pas le commandant lors de la bataille de Badon. Des chroniques postérieures, comme l'Historia Brittonum, attribuent cette victoire à Arthur. Dès lors, une question essentielle se pose. Arthur était-il un général au service d'Ambrosius? Était-il son successeur? Ou bien Arthur
N'était-il qu'un surnom, un nom de guerre adopté par Ambrosius lui-même ou par un autre commandant inconnu? La liste ne s'arrête pas là. Les généalogies et poèmes gallois mentionnent une multitude de princes et chefs locaux dont les noms ou les exploits s'intègrent parfaitement à l'histoire galloise. Par exemple, Owain ap Einion, souverain du royaume de Gwynedd, dont le surnom Dantwin signifie « dent d'ours », ou encore Atruis ap Meurig, prince du VIe siècle du royaume de Gwent, dont le nom est phonétiquement très proche d'Arthur. Chacun d'eux était un héros local, un défenseur de son peuple. Alors, qui est le véritable Arthur? Un officier romain, un haut roi britannique ou le dernier aristocrate de Rome? La réponse, très probablement, est qu'Arthur est plus d'un homme. Il est un héros idéal, une mosaïque composée des fragments de vies et d'exploits de plusieurs individus remarquables. Il incarnait le nom d'un commandant romain, la campagne continentale d'un roi britannique, la victoire décisive d'un stratège romano-britannique et la bravoure de nombreux chefs locaux. La Grande-Bretagne du vieux siècle avait désespérément besoin d'un symbole d'espoir. Et si l'histoire n'a pas su fournir un héros unique et parfait, la mémoire collective en a créé un, forgeant à partir des meilleures qualités de personnages réels, une légende immortelle. La légende d'un roi qui fut et d'un roi qui sera. Dans l'épais brouillard qui enveloppait la Bretagne après le départ des légions romaines, un fantôme se dessine. Ce n'est pas encore un roi en armure étincelante, ni le seigneur de Camelot. C'est une ombre, un nom murmuré en un âge de feu et d'épée. Les premières mentions d'Arthur le présentent non comme un monarque, mais comme un chef militaire. L'historien gallois Nennius, dans son Histoire des Bretons, écrite vers 830, le qualifie de « du bellorum », c'est-à-dire de chef de bataille. Non pas un roi, mais un commandant, combattant aux côtés des rois bretons contre les envahisseurs saxons. Nennius recense 12 de ces grandes victoires, culminant avec la bataille du mont Badon, où, selon la légende, Arthur terrassa à lui seul 960 ennemis. C'est l'image non pas d'un stratège penché sur une carte, mais d'un guerrier farouche, d'un chef menant ses hommes au combat par son courage personnel. Dans les annales cambriennes, une chronique galloise, on trouve deux autres mentions éparses. À l'an 516 figure la bataille de Badon, où Arthur porta la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur ses épaules pendant 3 jours et 3 nuits, et les Bretons furent victorieux. Et à l'an 537, celle de la bataille de Camlann, où Arthur et Medroth trouvèrent la mort. Ici, il n'est plus seulement un guerrier, mais un symbole de la foi chrétienne, un défenseur de son peuple. Mais il est à noter, pas un mot sur la couronne, la table ronde ou Camelot. Le premier Arthur est un héros de la résistance, le dernier espoir de la Bretagne celtique, une figure quasi mythique dont la véritable biographie s'est perdue dans les méandres du temps. Mais son souvenir ne s'éteignit pas. Il persista dans les collines et les vallées du pays de Galles, dans les chants des bardes et les contes contés au coin du feu. Dans la littérature galloise, dans des œuvres comme le Mabinogion, Arthur commence à se transformer. Il demeure un grand guerrier, mais désormais une cour se rassemble autour de lui, une suite de héros parmi les plus vaillants. Ce ne sont pas encore des chevaliers au sens traditionnel du terme, mais de puissants guerriers de l'Antiquité, parfois indomptables et fougueux. Kay, qui pouvait retenir son souffle sous l'eau pendant 9 jours. Bedwyr, manchot mais le plus rapide des lanciers. Gwalchmai, le futur Gauvin.
Arthur est ici le chef de cette confrérie surhumaine, premier parmi ses pairs. Il chasse des sangliers magiques, combat des géants et des sorcières et voyage aux enfers. D'un chef historique, il se métamorphose en figure centrale d'une épopée nationale, symbole de la puissance celtique et de la magie ancestrale. Puis, au XIIe siècle, un homme fit son apparition et allait bouleverser à jamais la donne. Il s'appelait Geoffroy de Monmouth. Son œuvre, L'histoire des rois de Bretagne, publiée vers 1136, fut une véritable bombe littéraire qui fit l'effet d'une bombe dans l'Europe médiévale. Geoffroy n'était pas un historien au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était un architecte du mythe. S'appuyant sur les rares références de Nennius et sur la riche tapisserie des légendes galloises, il élabora une biographie magistrale et détaillée d'Arthur, la présentant comme une histoire vraie. C'est Geoffroy qui transforme le chef de guerre en un puissant roi. Il donne à Arthur un père, Uther Pendragon, et une conception miraculeuse grâce au magicien Merlin. Il lui offre également l'épée Caliburn, forgée sur l'île d'Avalon. L'Arthur de Geoffroy est bien plus qu'un simple défenseur de la Bretagne. C'est un conquérant impérial, ayant conquis l'Irlande, l'Islande, la Gaule, et défiant même Rome. Sa cour est un centre de splendeur et de magnificence, attirant des souverains du monde entier. Geoffroy fournit les premières descriptions détaillées de ses chevaliers, créant l'image d'un grand monarque, l'égal de Charlemagne ou d'Alexandre le Grand. Il pose les fondements sur lesquels se construira tout l'édifice de la légende arthurienne. Dès lors, Arthur cesse d'être la seule propriété des Celtes. Il devient un héros pour toute l'Europe. L'histoire de Geoffroy trouve un terrain fertile. De Grande-Bretagne, elle gagna la France, où elle fut reprise par les poètes et les troubadours. C'est là que le mythe connut sa transformation suivante, peut-être la plus significative. Si Geoffroy créa un roi empereur, les romanciers français, eux, créèrent un roi de cour. Sous leur plume, le monde brutal de la guerre et de la conquête céda la place à l'atmosphère raffinée des tournois de chevalerie, à l'adoration de la belle dame et à la quête de l'aventure. Chrétien de Troyes, le plus grand de ces poètes, déplace l'attention d'Arthur lui-même vers ses chevaliers. Le roi demeure de plus en plus longtemps à Camelot, jouant le rôle d'un souverain sage, mais quelque peu passif qui envoie ses paladins accomplir des exploits héroïques. Lancelot, Gauvin, Yvain et Perceval prennent le devant de la scène. C'est Chrétien qui introduit Lancelot et son amour tragique pour la reine Guenièvre dans la légende, semant ainsi une étincelle de tension sous les fondations de Camelot. Il mentionne également pour la première fois la quête du Saint Graal, une quête mystique et spirituelle qui deviendra l'un des thèmes centraux du cycle. La table ronde, symbole de fraternité guerrière, se transforme en un ordre, incarnation des plus hauts idéaux d'honneur, de service et de foi chevaleresque. Ainsi, pas à pas, siècle après siècle, l'image se transforma. De la figure obscure d'un chef de la résistance, il devint le héros d'une épopée nationale. Puis, sous l'impulsion d'un auteur de génie, il fut couronné empereur et conquérant. Enfin, dans les vers gracieux des poètes français, il devint l'incarnation d'un monde chevaleresque idéal, le symbole d'un âge d'or auquel aspireraient les générations futures. Le chemin du chef militaire au roi était accompli. Mais l'histoire du mythe ne s'arrêtait pas là. Elle était destinée à trouver sa forme finale, tragique et immortelle. Nous voici donc au sommet de la légende. Devant nous s'étend le monde resplendissant de Camelot, monde de nobles chevaliers et d'un roi juste, un monde où l'honneur n'est pas un vain mot
et où la magie est intrinsèquement liée à l'existence. Nous avons entendu les voix des bardes et des chroniqueurs qui voyaient en Arthur le sauveur de la Bretagne. Mais à présent, il est temps d'écouter une autre voix, une voix plus calme, dénuée de pathétique et de fracas d'épée. C'est la voix de la raison, la voix de l'historien sceptique qui s'approche du château légendaire, non pas l'épée à la main, mais avec le scalpel de l'analyse, prêt à démêler le vrai du faux. Et la première chose qu'il souligne, c'est le silence assourdissant, omniprésent. Imaginez la Grande-Bretagne du VIe siècle, juste après le règne supposé d'Arthur. Un moine nommé Gildas écrit son ouvrage « Sur la ruine de la Bretagne ». Contemporain des événements, il a vécu à la même époque que les hypothétiques chevaliers de la table ronde. Il décrit avec amertume le chaos, les invasions saxonnes et il exulte de la grande victoire bretonne à la bataille du Mont Badon qui stoppa les envahisseurs pour une génération. C'est l'apogée, le triomphe de son peuple. Et dans ce récit de leur plus grande victoire, Gildas ne mentionne jamais le nom d'Arthur. Pas une seule fois. Il attribue la victoire uniquement à la volonté de Dieu et à la bravoure des Bretons, mais leur général, l'artisan de ce triomphe, reste anonyme. Un chroniqueur, déplorant le déclin de sa patrie, pourrait-il oublier de mentionner le nom de son plus grand roi, celui qui lui apporta des décennies de paix? Pour un historien, cette omission est plus qu'un simple oubli. C'est une plaie béante au cœur d'une légende. Les premières mentions timides du nom Arthur n'apparaissent que 300 ans après sa supposée vie. Dans le Historia Britonum, attribué au moine Nennius, Arthur est présenté pour la première fois comme un chef militaire, un du bellorum, ayant combattu aux côtés des rois bretons. Nennius recense 12 de ces batailles légendaires, mais même ici, l'analyse critique révèle des problèmes. Cette liste ressemble davantage à un poème héroïque qu'à une chronique militaire. Les batailles sont disséminées à travers la Grande-Bretagne, de l'Écosse à la côte sud, une géographie impensable pour une seule campagne militaire à cette époque. Certains toponymes restent non identifiés. Cette liste est-elle une compilation, un recueil de toutes les grandes victoires des Bretons sur une longue période que la tradition populaire a fini par attribuer à un seul héros, presque mythique? L'Arthur de Nennius n'est pas encore roi. Il est un symbole de résistance, une figure tissée des échos de batailles oubliées. La source suivante est l'Annales Cambriae, une chronique galloise compilée encore plus tard, au Xe siècle. À l'année 516, on trouve la brève mention suivante, la bataille de Badon, durant laquelle Arthur porta la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur ses épaules pendant 3 jours et 3 nuits, et les Bretons furent victorieux. Et à l'année 537, la bataille de Camlann, durant laquelle Arthur et Medroth périrent. Ce sont là, en apparence, des faits. Mais pour un historien, il ne s'agit pas de preuves, mais de simples vestiges de la foi. Un récit rédigé 400 ans plus tard n'est pas une preuve, mais le reflet d'une légende déjà établie. C'est comme tenter de prouver l'existence de Robin des Bois en citant des ballades écrites des siècles après sa vie supposée. Le temps est un grand déformateur. Il transforme les personnes en symboles et les rumeurs en vérités immuables. Que dit la Terre? Les pierres ne mentent pas. L'archéologie est le tribunal ultime de l'histoire. Et à la question « Où se trouve Camelot ?», l'archéologie reste muette. Nous n'avons trouvé aucune ville, aucune forteresse, aucun artefact des VE ou Xe siècle que l'on puisse associer avec certitude à Arthur ou à ses chevaliers. Les majestueuses ruines de Tintagel,
que la légende désigne comme le berceau d'Arthur. Les fouilles montrent qu'il s'agissait bien d'un important comptoir commercial à cette époque, la forteresse d'un noble souverain. Mais ce n'est que Geoffroy de Monmouth, 600 ans plus tard, au XIIe siècle, qui associa le nom d'Arthur à ce lieu. Cadbury Hill, considéré par beaucoup comme le prototype de Camelot, certes, une puissante forteresse bretonne s'y dressait, renforcée précisément durant l'âge arthurien. Mais même là, pas un seul signe, pas une seule inscription qui clame « Arthur régnait ici ». Nous découvrons un monde de chefs et de guerriers, mais aucune trace d'un grand roi et de sa cour illustre. D'un point de vue archéologique, le monde d'Arthur est un royaume fantôme. Que nous reste-t-il donc ? Le sceptique n'y voit pas un personnage historique, mais une création littéraire qui a grandi et évolué au fil des époques, telle une boule de neige dévalant une pente. Au départ, il n'y avait que l'image vague d'un seigneur de guerre issu du folklore. Puis Nennius lui donna forme en relatant ses exploits. Geoffroy de Monmouth l'éleva au trône, lui offrant un royaume, une épouse et un empire. Les poètes romantiques français lui donnèrent la table ronde, Lancelot, l'amour et la souffrance. Avec chaque nouvel auteur, la légende devint toujours plus vivante, toujours plus détaillée, toujours plus éloignée de la réalité nébuleuse du Moyen Âge. C'est ce paradoxe qui fascine le plus les historiens. Les détails des événements historiques réels s'estompent et se perdent avec le temps. Mais les détails du mythe arthurien, à l'inverse, ne font que s'accumuler et se complexifier. C'est un signe certain que nous n'avons pas affaire à l'écho déclinant de l'histoire, mais à la flamme grandissante de la littérature. La voix de la raison ne cherche pas à détruire la légende. Elle nous invite simplement à la considérer non pas comme le portrait d'un personnage réel, mais comme un miroir dans lequel des générations entières ont vu le reflet de leurs propres espoirs, craintes et idéaux. La plus grande vérité concernant Arthur est peut-être qu'il n'avait pas besoin d'être trouvé dans le passé. Il avait besoin d'être inventé. Nous avons donc parcouru un long chemin à la recherche du roi Arthur historique. Nous avons épluché des chroniques poussiéreuses, scruté des collines brumeuses et décrypté des fragments de poèmes anciens. Nous avons cherché un homme de chair et de sang, un chef capable d'unifier la Bretagne après le départ des légions romaines. Et à chaque étape, nous nous sommes heurtés à un paradoxe. Plus nous cherchions les faits avec diligence, plus la légende prenait de l'ampleur et de la vivacité. Et si nous avions cherché au mauvais endroit ? Et si le véritable pouvoir d'Arthur résidait non pas dans ce qu'il était, mais dans ce qu'il est devenu pour des millions de personnes au cours des 15 derniers siècles, nous avons atteint le cœur même du mystère, le moment où le mythe prend vie et devient plus puissant que toute vérité historique. C'est l'histoire du pouvoir d'une idée. Pour comprendre pourquoi la légende a triomphé de la réalité, il faut remonter à l'époque même de sa naissance. La Grande-Bretagne des VE et VIe siècles était un monde plongé dans le crépuscule. Il ne restait que les vestiges d'un empire effondré, des voies romaines envahies par l'herbe et des villas abandonnées. L'ordre et la loi qui avaient prévalu pendant près de 4 siècles s'étaient évaporés, laissant derrière eux un vide qui se comblait rapidement de chaos, de peur et de violence. De l'Est, les Angles, les Saxons et les Jutes avançaient des peuples nouveaux, porteurs de nouveaux dieux et de nouvelles armes. Dans ce climat de désespoir, le besoin le plus pressant se fait sentir, celui d'un héros. Le peuple avait besoin de bien plus qu'un général victorieux. Il lui fallait un symbole de résistance, le fantôme d'un âge d'or perdu, le dernier écho de la gloire romaine,
et de la foi chrétienne face à l'assaut païen. Arthur, qu'il ait réellement existé ou non, devint l'incarnation de cet espoir. Il n'était pas seulement un chef des Bretons, il était le dernier Romain sur le sol britannique, le dernier rempart de la civilisation face à la barbarie. Ses victoires, même s'il ne s'agissait que d'escarmouches locales, se transformèrent en batailles épiques pour l'âme de l'île dans la mémoire collective. Il devint un étendard brandi quand tous les autres s'étaient effondrés. La véracité de son existence importait moins que la vérité de l'espoir qu'il inspirait. Les siècles passèrent. Le chaos céda la place à un nouvel ordre. Les royaumes britanniques donnèrent naissance à l'Angleterre, puis à la puissante monarchie anglo-normande. C'est dans ce contexte que renaît la légende d'Arthur. La légende, transmise oralement par les bardes gallois, occupe alors le devant de la scène. Au XIIe siècle, Geoffroy de Monmouth écrivit son « Histoire des rois de Bretagne », métamorphosant un guerrier obscur en un monarque puissant, un conquérant égal à Alexandre le Grand. Pourquoi ? Parce que la nouvelle dynastie avait besoin de sa propre histoire glorieuse, de ses propres racines, ancrées dans un passé héroïque, capable de rivaliser avec Charlemagne sur le continent. Arthur devint l'ancêtre fondateur idéal, légitimant le pouvoir des rois normands. Mais la véritable explosion de popularité survint avec des poètes français comme Chrétien de Troyes. Ils s'emparèrent de la figure du roi guerrier et l'imprégnèrent de l'esprit de leur temps, l'esprit de la chevalerie. C'est alors qu'apparut la table ronde, non plus un simple meuble, mais une idée révolutionnaire. Symbole de fraternité, où les meilleurs des meilleurs sont égaux devant leur roi et servent non seulement ce dernier, mais aussi l'idéal suprême de justice. Lancelot et l'histoire de son amour tragique pour la reine Guenièvre firent leur apparition, donnant naissance à l'éternel conflit entre devoir et émotion, loyauté et passion. La quête du Graal émergea, aspiration spirituelle suprême, transformant les chevaliers de simples guerriers en pèlerins de l'esprit. Arthur et sa cour devinrent le miroir dans lequel la société médiévale se reflétait. Ils créèrent un code d'honneur définissant ce que signifiait être chevalier. Ils élaborèrent un modèle d'État idéal fondé sur la valeur et la justice. La légende apporta des réponses aux questions fondamentales de l'époque. Comment gouverner ? Comment aimer ? Comment croire ? Et comment mourir avec dignité ? Elle devint le code culturel de toute l'aristocratie européenne. Au fil du temps, chaque époque a trouvé une dimension unique à la figure d'Arthur. Lorsque Sir Thomas Malory écrivit « Le morte d'Arthur depuis sa prison au XVe siècle », l'âge de la chevalerie s'éteignait déjà sous le grondement des canons. Son ouvrage est bien plus qu'un simple recueil de légendes. C'est un requiem pour un monde en voie de disparition, le récit nostalgique et tragique de la chute du plus grand des royaumes, victime de la faiblesse et de la trahison humaine. Au XIXe siècle, dans l'Angleterre victorienne, à l'apogée de la puissance de l'Empire britannique, Alfred Tennyson se tourne à nouveau vers Arthur. Pour lui, le roi incarne les vertus victoriennes, le devoir, l'honneur, la maîtrise de soi et la pureté morale. Camelot représente une Bretagne idéalisée, porteuse de la civilisation dans le monde. Même au XXe siècle, après les horreurs des guerres mondiales, la légende n'a pas disparu. Elle est devenue un symbole de Camelot, un bref et lumineux moment d'espoir et d'idéalisme, certes éphémère, mais dont le souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires. Alors pourquoi la légende a-t-elle triomphé de la vérité ? Parce que le chef historique, s'il a existé, appartenait à son époque. Il a combattu pour des terres et un peuple spécifique.
le roi Arthur légendaire, lui, appartient à l'éternité. Il est un réceptacle vide que chaque génération remplit de ses peurs, de ses espoirs et de ses rêves. Il est l'archétype du souverain idéal, du noble guerrier, du héros tragique. En fin de compte, la question « Arthur a-t-il existé ?» nous détourne de l'essentiel. La question la plus importante est « Pourquoi avons-nous besoin qu'il existe ?» La réponse est simple. Parce que l'histoire de Camelot recèle des vérités éternelles sur la nature humaine. Notre désir de justice, notre capacité à la bravoure et à l'amour, et notre tragique tendance à détruire ce que nous créons de plus beau. La vérité d'un fait historique peut être découverte puis oubliée, mais la vérité d'une grande idée, capable d'inspirer, d'instruire et de réconforter pendant des millénaires, est immortelle. Et en ce sens, Arthur, roi qui n'a peut-être jamais existé, est devenu plus réel et plus significatif que n'importe quel souverain mortel de l'histoire. Son royaume ne figure pas sur la carte de la Grande-Bretagne. Il est dans nos cœurs. Quand la recherche d'un personnage historique s'avère infructueuse, la légende naît. Arthur le guerrier a beau avoir disparu dans les brumes du Moyen-Âge, Arthur le symbole, lui, est immortel. Il n'est pas seulement un héros épique, il est le roi d'hier et de demain, une promesse que chaque époque a cherché à exploiter. Son histoire a cessé d'appartenir au passé pour devenir un puissant outil pour le présent. Cette transformation commença presque aussitôt que la légende prit forme. Les monarques anglais, surtout ceux dont le trône était fragile, furent les premiers à reconnaître la valeur de cet héritage mythique. En 1191, les moines de l'abbaye de Glastonbury firent une annonce sensationnelle. Ils avaient découvert un ancien tombeau contenant les restes d'un géant et de son épouse aux cheveux d'or. Une croix de plomb trouvée sur place portait l'inscription « Ici, sur l'île d'Avalon, repose le célèbre roi Arthur ». Il s'agissait de bien plus qu'une simple découverte archéologique. C'était un coup de maître politique, probablement orchestré par le roi Henri II Plantagenet. Pourquoi ? D'abord, cela associait sa dynastie normande au plus grand héros de Grande-Bretagne, légitimant ainsi son règne aux yeux des Saxons et des Bretons conquis. Ensuite, cela portait un coup fatal aux espoirs des Gallois, qui croyaient qu'Arthur n'était pas mort, mais endormi et qu'il reviendrait un jour les libérer de l'oppression anglaise. Le tombeau de Glastonbury en était la preuve irréfutable. Le roi était mort et ne reviendrait pas. Un siècle plus tard, Édouard Ier, surnommé Longue Jambe et le marteau des Écossais, alla encore plus loin. Après avoir conquis le pays de Galles, il organisa un grand tournoi de joutes imitant la table ronde afin de prouver que c'était lui et non un prince gallois qui était le véritable héritier du roi Arthur. Il s'empara même de la relique que les Gallois croyaient être la couronne d'Arthur et la transporta à Westminster. Il ne se contentait pas de régner sur la Grande-Bretagne. Il devenait symboliquement un nouvel Arthur, l'unificateur des terres. Sa célèbre table ronde au château de Winchester, construite pour de tels tournois, devint l'incarnation physique de ce rêve impérial. Mais le projet le plus ambitieux pour s'approprier l'héritage d'Arthur restait à venir et il appartenait à la dynastie Tudor. Henri VII, qui monta sur le trône après la sanglante guerre des Deux Roses, était d'origine galloise, mais sa prétention à la couronne était fortement contestée. Pour la renforcer, il fit appel au cœur même du mythe britannique. Il nomma son fils aîné, l'héritier du trône, Arthur. C'était plus qu'un simple nom, c'était une déclaration. Le prince Arthur devait accomplir la prophétie,
être le roi qui unirait la rose rouge de Lancastre et la rose blanche d'York et inaugurer un nouvel âge d'or, un nouveau Camelot. Toute l'Angleterre retint son souffle, mais le jeune prince mourut avant d'avoir 16 ans, et cette tragédie changea à jamais le cours de l'histoire, ouvrant la voie à son frère cadet, le futur Henri VIII. Pourtant, même Henri VIII ne renonça pas au pouvoir du mythe arthurien. Il ordonna la restauration et la peinture de l'immense table de Winchester. Une rose Tudor s'épanouissait au centre, et à la place initialement prévue pour le roi Arthur lui-même, l'artiste représenta le visage d'Henri VIII. Un acte d'appropriation ultime. Je suis Arthur, ma cour est le nouveau Camelot. Après les Tudors, la légende perdit de son importance politique. Le siècle des Lumières, avec son culte de la raison, méprisa les romans de chevalerie. Mais lorsque la Grande-Bretagne du XIXe siècle fut plongée dans le tumulte de la révolution industrielle, la tendance s'inversa. L'époque victorienne, obsédée par le progrès, éprouva simultanément une vive nostalgie pour un passé noble et idéalisé. Et, surgissant des brumes, Arthur réapparut, non comme un atout politique, mais comme un idéal moral. Le poète lauréat Alfred Tennyson, dans son cycle des idylles du roi, a réinterprété la légende, la transformant en une grande allégorie de la lutte entre l'ordre et le chaos, l'esprit et la chair, le devoir et la passion. Son Arthur est un monarque chrétien presque sans défaut, dont le royaume idéal est détruit par l'amour coupable de Lancelot et Guenièvre. Le livre est devenu un code moral pour toute une génération, un conte du soir pour la reine Victoria elle-même. À la même époque que Tennyson, le mythe de Camelot captiva l'imagination des artistes pré-raphaélites. Lassés de l'austérité académique, ils puisèrent leur inspiration au Moyen Âge, dans ses couleurs vibrantes, sa sincérité et son mysticisme. Sur leur toile, le monde arthurien prit vie avec une force incroyable. C'était un monde d'éclats vitrail, de tissus précieux et d'émotions profondes et tragiques. La Dame de Shalott de John William Waterhouse, voguant vers sa perte, La séduction de Merlin d'Edward Burne-Jones, où magie et passion fatale s'entremêlent dans la forêt. La quête du Graal dans les tapisseries de William Morris. Ils n'illustrèrent pas l'histoire. Ils créèrent un rêve, beau, mélancolique et infiniment loin du Londres industriel. Ainsi, siècle après siècle, Arthur changea de visage. Il fut à la fois prétexte à la conquête et symbole d'unité nationale. Il incarna l'espoir du retour et la preuve d'une perte irrévocable. Il fut le modèle du souverain impérial et l'idéal du chevalier chrétien. Chaque époque contempla la légende de Camelot comme dans un miroir, y voyant le reflet de ses propres peurs, ambitions et espoirs. Arthur cessa d'être un homme de chair et de sang. Il devint une idée éternelle, l'idée que même dans les heures les plus sombres, quelque part subsiste la possibilité de la justice, de la noblesse et de l'unité. Et cette idée se révéla bien plus réelle et durable que n'importe quel roi historique. Parfait. Voici le texte de narration pour le bloc 11. L'image du chevalier en armure étincelante, parti en quête du calice sacré, est à jamais gravée dans la culture. Mais aujourd'hui, son armure est une blouse blanche et sa fidèle monture un puissant ordinateur. La quête du Graal n'est pas terminée. Elle s'est simplement déplacée du monde des légendes à celui de la science, des forêts denses aux laboratoires stériles et aux archives numériques. Les chasseurs de Graal modernes sont des archéologues, des historiens, des physiciens et des programmeurs. Et leurs méthodes permettent de sonder le passé bien plus profondément que n'importe quel chevalier de la table ronde,
n'aurait jamais pu l'imaginer. La première frontière de cette recherche se trouve sous nos pieds. Là où jadis une pelle et un coup de chance suffisaient, le géoradar entre désormais en action. En émettant des ondes électromagnétiques à travers la Terre, il crée des cartes fantomatiques de ce qui est caché à notre vue. Fondations oubliées d'anciennes chapelles, passages monastiques enfouis, anomalies dans le sol indiquant d'éventuels sites funéraires. Les sites associés aux légendes du Graal, Glastonbury, les châteaux gallois, les caches des Templiers, sont scannés centimètre par centimètre. Il ne s'agit plus d'une chasse au trésor, mais d'une tomographie archéologique qui nous permet d'entrevoir le squelette du passé sans troubler sa quiétude. Des satellites et des drones équipés de la technologie LIDAR scrutent le ciel. Des faisceaux laser, perçant l'épaisse canopée, cartographient le terrain avec une précision extrême. Ils peuvent détecter des traces à peine visibles d'anciennes routes, les contours d'anciens villages disparus, ou encore les remparts arthuriens. La légende raconte que le Graal était caché dans un lieu isolé et inaccessible. Le lidar nous permet de lever le voile des siècles de superposition sur le paysage et de le révéler tel qu'il était il y a 1500 ans, dévoilant ainsi ses reliques secrètes qui pourraient avoir abrité le trésor le plus précieux. Et si l'on cherchait non pas un lieu, mais l'objet lui-même? Imaginons un instant que des scientifiques aient un candidat, une coupe antique découverte lors de fouilles. Comment prouver qu'il ne s'agit pas d'un simple objet du quotidien, mais de quelque chose de plus? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Du macrocosme, passons au microcosme. La structure d'un matériau est étudiée au microscope électronique. L'analyse isotopique permet de déterminer l'origine de l'argile ou du métal avec une précision étonnante. Ce bol a-t-il été fabriqué à partir de bois d'olivier cultivés au Moyen-Orient au 1er siècle de notre ère? Ou le métal a-t-il été extrait des mines de Cornouailles durant la période britannique? Chaque atome porte en lui l'histoire de son origine. Vient ensuite l'analyse des restes organiques. Un spectromètre de masse peut détecter des traces de molécules de substances présentes dans le récipient il y a des centaines, voire des milliers d'années. Du vin, de l'huile, du sang. La technologie moderne permet non seulement d'identifier une substance, mais aussi d'analyser son ADN s'il a été conservé. Bien sûr, l'idée de trouver l'ADN du Christ relève de la science-fiction, mais déterminer le groupe sanguin ou les marqueurs génétiques caractéristiques de la population judéenne de cette époque serait une véritable révolution. Chaque artefact présenté comme le Saint Graal, tel le calice de Valence ou le calice d'Agathe de Vienne, peut aujourd'hui être soumis à des analyses similaires permettant de distinguer le noyau historique des strates mythiques plus récentes. Cependant, le changement le plus révolutionnaire ne se produit ni sur le terrain, ni en laboratoire, mais dans le monde de l'information. Les légendes du Graal sont avant tout des textes, des centaines de manuscrits, de poèmes et de chroniques écrits en latin, en ancien français et en gallois. Auparavant, leur étude était l'apanage d'un petit cercle de spécialistes qui consacraient leur vie entière à comparer de multiples manuscrits. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent accomplir ce que l'humanité n'a pu réaliser en 1000 ans. Des textes numérisés sont intégrés à un système qui analyse les relations linguistiques, la fréquence des noms et des toponymes et retrace l'évolution d'une intrigue d'un auteur à l'autre. L'IA peut révéler des schémas cachés, par exemple comment la description du Graal a varié selon la région de rédaction, ou encore
découvrir des parallèles insoupçonnés entre le mythe celtique du chaudron d'abondance et la légende chrétienne de la Seine. Il devient ainsi possible de construire un arbre généalogique de la légende elle-même, en distinguant la source originelle des embellissements littéraires ultérieurs. La quête du Graal se transforme alors en quête du patient zéro, le texte ou la tradition orale à l'origine de tout. Le chasseur de Graal moderne est un détective interdisciplinaire. Il compare des données satellitaires avec la mention d'une vallée perdue dans un poème du XIIe siècle. Il compare la composition chimique d'un pigment médiéval figurant dans une illustration avec des cartes géologiques du lieu supposé. Il recherche moins un objet physique que le point de convergence de l'archéologie, de la chimie, de la génétique et de la critique textuelle. Bien sûr, de nombreux érudits considèrent encore le Graal comme un symbole purement littéraire, une métaphore de la quête spirituelle, et estiment que le chercher dans le monde matériel est vain. Et sur ce point, ils n'ont peut-être pas tort, mais les nouvelles méthodes de recherche nous offrent quelque chose d'aussi précieux que la coupe elle-même. Elles nous fournissent une image d'une précision inédite du monde où est née cette légende. Elles nous aident à comprendre les personnes qui y croyaient, le recherchaient et transmettaient son histoire de génération en génération. Au XXIe siècle, la quête du Graal n'est plus tant une recherche de miracle qu'une quête de connaissance. Et même si, au terme de ce voyage, nous ne trouvons aucune relique précieuse, mais seulement une compréhension plus profonde de notre propre passé, la recherche est déjà justifiée. Peut-être le véritable pouvoir du Graal ne réside-t-il pas dans le fait d'être trouvé, mais dans le fait qu'il nous pousse à le chercher sans cesse. Ainsi s'achève notre long périple. Nous avons traversé les brumes du Moyen-Âge, scruté les lignes effacées des chroniques anciennes, tenté d'entendre le choc des épées dans le silence des forteresses perchées sur les collines verdoyantes. Nous avons cherché l'homme de chair et de sang, derrière la façade brillante de la légende. Et maintenant, au terme de notre quête, nous devons répondre à l'ultime question. Arthur a-t-il réellement existé ? La réaction d'un historien tenu par la rigueur des faits sera forcément prudente, voire décevante. Les archives britanniques des VE et VIe siècle sont marquées par un vide abyssal. Aucun roi du nom d'Arthur n'y figure. On ne trouve pas une seule pièce de monnaie à son effigie, pas une seule loi promulguée par lui, pas une seule pierre angulaire dont on puisse affirmer avec certitude « Arthur l'a posée ». Ses contemporains, comme le moine Gildas, qui déplorait la perte de la Bretagne, ne mentionnent pas son nom, bien qu'ils évoquent la grande victoire du mont Badon, qui stoppa l'invasion saxonne pour une génération. Arthur, roi de Camelot, chevalier sans peur ni reproche, est tout simplement absent des archives historiques de son époque. Mais le silence signifie-t-il la non-existence ? L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit et pour de mauvaises raisons. Si l'on ôte la couronne d'Arthur, si l'on met de côté Excalibur et si l'on oublie la magie de Merlin, une autre figure, plus plausible, émerge de la brume. Non pas un roi, mais un chef, un commandant romano-britannique, le dernier d'une génération élevée dans la gloire et la discipline de l'Empire disparu. Un homme qui sut unir les tribus celtes en guerre face à un ennemi commun. Ce héros sans nom, peut-être Artorius, n'était pas un monarque trônant sur un trône, mais un commandant à cheval. Son royaume était un camp militaire et ses chevaliers, des unités de cavalerie lourde, l'héritage mortel des légions romaines. Sa table ronde n'était pas un objet de décoration,
mais un conseil de guerre où les chefs de clan étaient égaux face à un commandant et à une menace commune. La bataille de Badon fut son triomphe, non pas une victoire héroïque du bien sur le mal, mais un massacre brutal et sanglant qui offrit à la Bretagne un demi-siècle de paix. Cet homme a réellement existé. Il ne pouvait exister, car sans un tel chef, la pause historique dans la conquête saxonne semble inexplicable. Il fut une étincelle dans les ténèbres. Mais comment cette étincelle s'est-elle muée en la flamme éternelle de la légende ? Ici s'achève le travail de l'historien et commence le chemin du mythe. Le premier grand architecte de la légende fut Geoffroy de Monmouth. Au XIIe siècle, il rassembla des références éparses au roi Arthur, tirées des légendes galloises et de la chronique de Nennius, et les intégra à l'édifice majestueux d'une épopée nationale. Il conféra à Arthur du sang royal, le trône de toute la Bretagne, une épée magique et l'envoya conquérir l'Europe. Geoffroy ne créa pas un portrait historique, mais un manifeste politique, offrant aux rois normands d'Angleterre un illustre prédécesseur et légitimant ainsi leur pouvoir. Puis, les poètes romantiques français s'emparèrent de la cause. Ils voyaient en Arthur moins un conquérant qu'un souverain idéal dont la cour régnait sur la courtoisie. Ils créèrent l'image de Camelot comme centre du monde civilisé. Ils introduisirent Lancelot et son amour tragique pour Guenièvre dans le récit, et ils inventèrent la quête du Graal, une quête spirituelle qui élevait la chevalerie à un niveau métaphysique nouveau. Arthur se transforma ainsi de chef militaire en symbole, en un foyer cristallin des idéaux chevaleresques. Plus tard, Sir Thomas Malory, emprisonné dans l'Angleterre du XVe siècle déchirée par la guerre, a tissé tous ses fils narratifs. Dans son « Le Morte d'Arthur », il a saisi non seulement la gloire de Camelot, mais aussi sa chute tragique. Il a montré que même les intentions les plus nobles peuvent être anéanties par les passions humaines, la trahison, la jalousie, l'orgueil. Malory a immortalisé Arthur, faisant de lui le symbole d'un âge d'or, perdu mais non oublié. Alors, qui est-il devenu pour nous, le roi Arthur ? Arthur n'est pas qu'un homme, il est une idée. L'idée que même dans les heures les plus sombres, un chef peut unir un peuple et lui redonner espoir. La table ronde n'est pas qu'un simple décor, c'est un rêve éternel de justice et d'égalité, où la valeur prime sur la naissance. Camelot n'est pas un château, mais le symbole d'un instant fragile et lumineux de paix et de prospérité que nous aspirons toujours à retrouver. La quête du roi Arthur historique est comme tenter de retenir un brouillard. Plus on s'accroche, plus vite il se dissipe. Nous ne trouverons peut-être jamais sa tombe, ni ne pourrons prononcer son véritable nom avec certitude, mais cela n'a plus d'importance. Car Arthur est vivant. Il vit dans les noms des étoiles et dans les intrigues d'innombrables livres et films. Il vit dans l'essence même de la noblesse et du pouvoir. Il est le roi qui fut et le roi qui sera, dont le retour est promis dans son tombeau mythique d'Avalon. Cette promesse ne concerne pas le retour d'une personne en particulier. Elle repose sur la conviction que l'esprit de Camelot, esprit d'unité, d'honneur et d'espoir, peut renaître à chaque époque où il est le plus nécessaire. Le chef historique Artorius repose depuis longtemps sous la terre de Bretagne. Mais le roi Arthur, roi de légende, est immortel. Il est un miroir dans lequel chaque génération voit le reflet de ses propres peurs et de ses plus grands espoirs. Et tant que l'humanité rêvera de justice et aspirera à la lumière, le roi Arthur régnera à jamais. Dans nos cœurs.